Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast autour du manga. C'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée pour tout le monde en même temps. Par conséquent, dans cette émission, nous allons parler de la rentrée manga. On a choisi, parmi tout ce qui est sorti, de vous proposer principalement 4 mangas. Versus Memory chez Shibuya Michel Lafon, La Malédiction de Loki, le dernier hit du Square Jump chez Delcourt, Valkyrie Apocalypse, The manga de baston, et puis la sensation SF de cette rentrée, Heart Gear. Pourquoi et comment on les a sélectionnés, on va tout vous dire. Mais avant, je propose de faire une petite punchline par titre pour donner envie aux auditeurs d'en savoir plus. Je commence. Heart Gear, ça serait Alice au pays de Blade Runner. Oh ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. La Malédiction de Loki, ça serait quoi, Robin? Bah au début j'avais mis quand art rime avec bagarre, mais je vais plutôt mettre un shonen qui sort du cadre. Oh. Johnny pour Valkyrie Apocalypse. Ouais, c'était le Clash of Titans du manga. Et là il y a moins de Ouais, mais en fait c'est super vrai. C'est tellement vrai. Enfin Cagnard au sujet de Versus Memory. Je l'ai surnommé l'ode à Toriyama. Ah ouais. Ok. Ouais, ça provoque aucune réaction. Voilà, platitude. Ouais, mais c'est provoque quand même, tu vois. C'est ça. L'ode au maître, peut-être. On vous parle de ces 4 titres en tout cas, et surtout on va se demander que vaut la rentrée manga. C'est parti dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer la rentrée manga. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quels sont les titres qui sortent du lot? Nous allons tout vous dire, mais absolument tout. Même ceux que vous ne vouliez pas savoir, tout vous dire. Mais laissez-moi avant tout vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés cette fois-ci. Toujours au fond de la classe, près du radiateur et de la fenêtre à la fois, c'est Cagnard. Salut Cagnard. Salut, c'est le meilleur endroit pour rouler des ouinges. Ouais, bah, pas à l'école, ça va pas. Oh, faites pas ça les enfants. Faut commencer tôt, hein. BEP de la rue, ça AP de l'amour, tout ça. On revient pour la nouvelle saison. Cet homme est un professionnel, surtout ne faites pas ça chez vous. Lui, il était toujours le premier de la classe. Oui, le premier de la classe à sortir en récré dès que les cloches sonnaient. Merde. Salut Johnny. Bien tenté la petite parade. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'était bien l'été? C'était... Voilà l'été. T'as fait un tour du monde? Non? Non, là, je ça suis fait quoi, là? j'étais dans le Lot, dans le sud de la France. C'est comme super bien le Lot par rapport à l'Asie, au Japon. Y'a rien, zéro Pokémon, zéro Harry Potter, c'est... Et puis le vrai premier de la classe, celui qui avait vraiment les bonnes notes. Bonjour Robin. Ce qui est totalement faux, hein. Je préfère vous prévenir. En vrai c'est Cagnard qui avait des bonnes notes. Ah ouais, c'est possible, je pense qu'il cache bien son jeu en fait. Après les bonnes notes, si c'est 12 et qu'on est tous à 8. Bah tu sais, c'est l'école de la rue, la méritocratie, tu vois, c'est vraiment... Et 12 dans la rue c'était déjà beaucoup, tu vois. Ah, si t'es 12 dans la rue, ouais, c'est beaucoup. Franchement, ça se passe plutôt bien, ouais. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC sur Twitter. Nous sommes à peu près partout. Puis à la 5ème de couve.fr évidemment. Il va falloir retourner dessus là. On a été calme pendant l'été. On était très calme. On était calme. Bah c'était les vacances en même temps. Calme. On s'est ressourcés. Nous, on s'est tous barrés en fait, hein, c'est ça la vérité. mais là on va être moins calme. Alors à vous d'être aussi réactifs de votre côté. Au programme de cette émission donc, la rentrée manga et plus précisément la sélection de 4 titres qui nous ont plus marqué que les autres. Ce seront pas forcément les seuls dont nous allons parler car il y a d'autres mangas, mais pour diverses raisons on les a pas mis dans cette sélection et on vous dira un petit peu pourquoi. Nous vous dirons aussi pourquoi on trouve que cette rentrée est un peu moins passionnante que l'an dernier. Ou pas, on en discutera tout à l'heure. On vous expliquera, puis on détaillera certains petits coups de cœur perso, et puis on devrait s'écharper un peu, enfin, j'espère. Enfin, pas trop fort non plus, ouais, mais il y a des chances qu'on s'écharpe un petit peu. C'est parti donc pour les 4 mangas de la sélection. Tiens, Joe, toi, donne-moi un petit peu ton avis rapidement sur Heart Gear. Pour moi, Heart Gear, c'est vraiment le meilleur potentiel de la rentrée. C'est pas le meilleur tome 1 que j'ai lu, mais pour moi, c'est le meilleur potentiel. Oh, ça donne envie. Cagnard? Sympathique tome 1. Sympathique à voir. Oh,
sympathique, c'est pas génial comme Ouais, c'est vite fait, quoi. Sympathique Thomas. Je veux dire, on dit ça d'un mec qu'on a croisé vite On dit fait. ça d'un kebab où il y a pas la sauce samouraï. En général, quand tu dis ouais, il est sympa. C'est jamais vraiment. Il a pas dit les gens. Je sais pas, Maxime il me disait ça de toi tout à l'heure. On commence à enregistrer, il m'a dit Robin, il est sympa. Je fais ouais, tranquille. Avec un peu de sauce samouraï, ça en même temps, il a dit que j'étais bon élève, donc il dit de la merde. Ok, ça commence très très bien. On a sélectionné aussi la malédiction de Loki. Moi, je suis resté très dubitatif devant ce titre. Genre, il y a des super bons ingrédients, mais je me suis pas du tout laissé embarquer. Tu t'es laissé embarquer, toi, Cagnard, sur la malédiction de Loki ? Pas du tout. Le pire de la sélection pour moi. Vraiment le. Ah, t'étais pas d'accord. Ouais, le pas d'accord. On va dire le pas d'accord de cette sélection, le triste. Et pourtant, la malédiction de Loki est dans la sélection. Valkyrie Apocalypse, Robin, t'en dis quoi ? Régressif à souhait, c'est cool. Mais sans plus. Alors pour toi, régresser, c'est bien du coup. Ouais, c'est petit plaisir, petit kiff quoi. Petit kiff régressif. Plus que régressif, c'est le manga de cette rentrée. Ouais, pas pour moi, mais. Régressif. C'est de la pure baston, pure et dure, c'est génial. Ouais. Les dieux contre les hommes. Chacun son tour, on y va. C'est l'histoire de la vie, ça. C'est ça. Non, c'est le Roi Lion. Ça. Oui, c'est vrai, ça c'est le Roi Lion. Numéro 1 du box-office, le Roi Lion, le film. Genre, mais loin devant qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Genre. Ouais, ce qui prouve bien qu'on est dans un monde de merde. Ouais, alors, c'est peut-être quand même le moment de placer un Nick Disney quand même. C'est ça, quoi. Ouais, ce qu'ils nous ont fait avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, Disney, je suis désolé, mais c'était insupportable ce film. Ils ont tout. Qu'est-ce qu'on a fait au Roi Lion, les salauds. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait au Roi Lion ? Ils ont remplacé le jambon par de la dinde, ça avait plus aucun sens. Quoi, Pumba ? C'est devenu une dinde. Une dinde. Exactement. Johnny, garde la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de Versus Memory ? Moi j'ai bien aimé. Je me suis dit, mais il voulait faire un jeu vidéo parce que je l'aurais acheté direct. Et en fait, c'est vrai que tu m'as dit à la fin qu'il venait de Wakfu, de Dofus, d'où son un peu design un peu cartoon, etc. Mais non, j'ai trouvé ça bien. Et j'avoue que je me suis même pas attardé sur le fait qu'il soit français ou pas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Robin, Versus Memory, ça t'a dit quoi ? Je suis assez d'accord avec Joe. J'ai vite oublié qu'il était français, l'auteur, et j'ai vraiment retrouvé un petit plaisir de petit shonen à l'ancienne des années 90. Tu vois, qui se permet d'être un peu ambitieux dans son univers et tout. C'était très frais. Et on commence donc notre sélection de 4 mangas par Earthgear. On va voir si on s'écharpe ou pas sur Earthgear. Earthgear, c'est quoi ? C'est le manga de Tsuyoshi Takaki, l'auteur de Black Torch. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Black Torch, je vous renvoie vers notre petite émission de cet été qui lui est consacrée. Et donc Tsuyoshi Takaki est de retour en France avec un nouveau manga. Dans Earthgear, nous sommes dans le futur. L'espèce humaine n'existe plus, une guerre sans nom a totalement ravagé la planète, planète sur laquelle il ne reste plus que des robots et a priori une petite poignée d'humains. Dans cette aventure, on retrouve la petite Roux. On va pas s'arrêter sur ce prénom, mais elle s'appelle Roux. Elle est humaine, elle est préadolescente et elle est élevée par Z, une sorte de tonton robot pacifique. Oui. Rapidement, le binôme est rejoint par Chrome, un autre robot, et là c'est le début d'un grand périple destiné à sauver Z, le tonton adoptif. J'en donne pas plus sur l'histoire parce que elle met un petit peu de temps à vraiment se lancer cette histoire, mais elle vaut le détour. Elle vaut le détour ensuite. En quelques mots, je peux dire aussi que les dessins de Tsuyoshi Takaki sont totalement magnifiques dans ce manga. C'est son apogée. Ouais. Je pense qu'il a même encore passé un cap quoi. Moi je suis amoureux des combats de robots en fait. Oui déjà. Il a un talent totalement explosif sur les combats de robots. Moi j'adore ça. Ouais. Je trouve ça génial. Puis il y a sa petite marque de fabrique, c'est les doubles pages avec les pleines planches. Il en fait pages. Même ses ouvertures de chapitres tellement il kiffe, tu vois. C'est mais un nous kiff aussi pour on kiffe. Moi je kiffe en tout cas. Je sais pas pour les autres, mais moi je kiffe totalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On touche ici donc à de la science-fiction. Donc shonen de science-fiction. On avait fait une émission à ce sujet d'ailleurs. Complètement, non mais du coup c'est ça, c'est intéressant. Et on est dans une dystopie post-apocalyptique entre réflexion philosophique et puis baston de malade. Des petits moments tranche de vie humain-robot. Ouais. Rapidement. Drôle d'ingrédient, mais ouais. C'est le tome 1. Donc en termes de dystopie, effectivement, t'as un petit peu de tranche de vie, mais je trouve qu'il y a un côté hyper intéressant dans ce manga qui, moi, pour le coup, m'a plu de ce point de vue-là. On est dans la dystopie ultime. On n'est pas dans la cohabitation entre les robots et les humains, comment différencier les robots des humains. Là, les humains n'existent plus.
techniquement ils existent plus, et j'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant en termes de science-fiction de se dire là on est sur un postulat limite inversé. Alors maintenant il n'y a plus que des robots qui sont archi évolués, et voyons voir comment un humain peut s'en sortir là-dedans. Ouais, c'est Terminator aussi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec Cagnard dans le sens où c'est vraiment, ça permet aussi à l'auteur de développer les relations entre robots, vraiment les relations humaine, enfin en tout cas émotive entre robots, qui est pas forcément un truc qu'on voit souvent dans la SF, parce qu'on est plus sur effectivement le rapport humain-robot. Là il y a vraiment un truc robot-robot qui est intéressant, quoi. Et puis comment le robot acquiert cette humanité au final. Bah oui du coup ça après le postulat quand même, les robots ont des sentiments, et largement exploité, que ce soit dans les mangas, dans les films, mais c'est souvent par rapport à leur interaction avec un humain. En fait c'est souvent ça, c'est souvent comment un robot réagit par rapport à un humain. Et typiquement que ça soit, c'est comment à quel point un robot peut avoir une humanité. Alors que là, on est plus dans le sens inverse, même si je pense qu'on s'en rapproche quand même un petit peu, dans le sens où, en fait, tous les robots sont des humains. On parle limite de ce postulat-là. Et limite, l'héroïne, et c'est peut-être un des points faibles pour moi, c'est qu'on ne voit pas sa particularité humaine pour le moment. Je dis pour le moment parce que c'est un tome 1. Sa particularité humaine, c'est justement qu'elle a 1 milliard d'expressions. Il le dit souvent dans le tome 1, c'est que en tant qu'humaine, elle peut te montrer des expressions totalement différentes de chaque seconde. Et des sentiments et des émotions que n'ont pas. Et elle pleure. Elle pleure très vite d'ailleurs. Ouais, mais ça c'est un carcan du manga. Ouais, mais après il y a aussi un moment dans le manga où ils décrivent l'évolution des gears. Donc les gears, c'est les générations de robots, on va dire. Et les dernières générations qui est expérimentale serait celle des robots qui sont carrément quasiment des humains. Enfin ressemblent en tout point à des humains, même dans les émotions, quoi. Donc ça se trouve, c'en est un elle-même, on ne sait pas. Pour finir, ce récit, je le placerai. Alors, je dis ça parce qu'en interview, l'auteur Tsuyoshi Takaki a dit que son manga pourrait, si on devait vraiment le placer quelque part dans l'histoire de la culture, se placer un petit peu plus dans le futur que Blade Runner, un peu plus loin dans le futur que Blade Runner. Et moi donc du coup je dirais que c'est un manga à la croisée de Blade Runner et d'Appleseed, mais en un peu plus moderne, ou en beaucoup plus moderne. Je comprends carrément pour le coup la comparaison au niveau de la temporalité. Typiquement dans Blade Runner on se pose la question de est-ce que les robots ont une âme humaine, est-ce qu'ils peuvent avoir une âme humaine. Là pour le coup on est un petit peu plus loin, si on pouvait les comparer d'un point de vue temporalité, on est un petit peu plus loin, et du coup pour moi c'est peut-être un des trucs qui pêche un petit peu, c'est qu'on est sur un postulat que je trouve hyper intéressant, mais je trouve que pour le moment le scénar il manque un petit peu d'envergure, dans le sens où en fait cette humaine elle est très classique, les robots essayent de se rapprocher des humains, et là j'avoue que j'ai été un petit peu déçu à ce niveau là, où je me suis dit il y aurait eu moyen de retourner un petit peu le truc, tu vois, et de faire un humain colérique, en fait un humain avec tous les défauts. Alors que là, l'humaine est pleine de perfection quelque part, et c'est à peu près normal, c'est un tome 1, tu vois. Mais de pas seulement prendre le prisme de l'humain, de prendre le prisme de l'humain avec toutes les mauvaises choses qu'il peut incarner. Je vais répondre à ce problème, qui est un problème, je suis d'accord avec toi, le récit met vraiment du temps. C'est pour ça que l'histoire, en fait, j'en dis pas beaucoup plus, parce que ça met du temps à se développer. Et puis même dans les premiers chapitres, en fait, on a par chapitre un robot, un méchant, et donc du coup ça s'enchaîne un petit peu au début. Ça se pose. Et ça avance pas très vite parce qu'il essaie de poser son récit. Le décor, Une réponse que je donnerais, c'est que l'auteur a été déplacé. Tu sais, sur Black Torch, il était dans le Square Jump, il était prépublié dans un magazine mensuel où il devait rendre ses 40 planches tous les mois. Là, les responsables éditoriaux, je sais pas qui, mais bref, des gens ont dit ok, on va continuer à publier parce que t'as un mec qui est blindé de talent, mais sauf qu'on va te mettre sur le web. On va te mettre en prépublication sur le Shonen Jump Plus. D'accord. Et alors là, j'imagine qu'on a plus de liberté quand on est prépublié dans le Shonen Jump Plus que quand on est dans un magazine mensuel. Pas des limites non plus. Mais moi je trouve que c'est un truc intéressant, parce que c'est vrai que dans les shonen récents, contemporains, on va dire, je trouve que ça va souvent très 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 vite, et c'est un peu, des fois t'es un peu perdu en route parce que ça avance tellement vite que même si ça respecte des codes que tu connais et tout, là je trouve qu'au moins on est sur un récit effectivement qui peut prendre le temps, que ce soit par ces petits moments tranches de vie, et ça permet au moins de vraiment placer le background de façon vraiment dense, quoi. Enfin du coup, comme on a un background qui est quand même important, vraiment très riche, quoi, ça vaut le coup de prendre le temps de le poser, quoi. Et il y a même aussi tout ce qui est les petits éléments en dehors du récit qui sont les petits textes pour t'expliquer l'historique et tout ça, c'est très important à lire aussi, parce que ça t'apporte beaucoup d'informations sur l'univers, et j'aime bien
qu'aujourd'hui, dans un monde où tout va très vite, c'est bien d'avoir un récit qui prend son temps de poser les choses, quoi. Après, je pense. Alors, désolé, je te coupe. Mais je pense qu'il peut prendre son temps parce qu'il a aussi acquis une certaine notoriété avec Black Torch, où en gros il a montré ce qu'il savait faire et en 5 tomes, voilà ce que je peux dépoter. Maintenant, je veux faire mon univers et je veux prendre mon temps et vous allez le découvrir. Mais tu vois, clairement, on était tous frustrés que Black Torch se finisse vite. Là, au moins, on a l'impression qu'il va prendre son temps et c'est agréable, je trouve. Enfin, moi, je suis content pour ça. Alors, on serait frustré si ça se termine en 5 tomes. Ouais, oui, bah là, on sera carrément frustré si ça se finit en 5 tomes. C'est ça le truc, c'est que par rapport au démarrage de Black Torch, effectivement, là, je suis moins pris qu'au tome 1 de Black Torch. Mais en même temps, c'est un récit qui va sûrement nécessiter. Alors, au niveau du background, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est limite un des meilleurs points de ce manga, le background, les petites infos, comme dit Robin, qui t'expliquent le monde, qu'est-ce qui est devenu le monde à l'heure actuelle, c'est vachement bien. Là, je manque un peu d'implication au niveau des persos, là où Black Torch réussissait carrément bien, où j'ai été pris d'affection pour les persos. Bah, la clé est différente parce qu'on est sur un shonen avec une héroïne. Ouais. Et peut-être que le fait que ça soit une héroïne fait aussi que inconsciemment. Une héroïne, c'est plus un binôme en fait. C'est un binôme, ça se partage. Ouais, mais le fait que ça soit une gamine. Parce qu'en fait, le perso limite qui respecte les codes du shonen, c'est plus Chrome. C'est Chrome. Et après, à voir comment va évoluer la gamine. Mais c'est pour ça que moi, je me concentre beaucoup sur la gamine. Et comment va évoluer Chrome aussi. Ouais. Je pense que c'est les clés dans ses références. Pareil dans ses interviews en France, je lui dis mais c'est quoi tes bouquins ou tes références pour faire Earthgear? Il disait bon, je vais vous étonner mais c'est genre le dictionnaire de la philosophie en japonais. C'est des bouquins voilà qu'on connaît pas. Enfin sûrement peut-être la philo pour les nuls, mais tu vois il n'existe pas au Japon. Mais voilà c'est des trucs comme ça qu'il citait et il est plus sur ce genre de réflexion pour construire ses références. C'est marrant. Après c'est un courant de la SF contemporaine qui est beaucoup de s'appuyer sur la sociologie, la philosophie et tout, donc pour moi c'est cool. Il y a 2 secondes on parlait de Black Torch mais on peut pas s'empêcher de comparer à Black Torch quand même. C'est normal, on le connaît avec ça et du coup il est connu pour Black Torch. D'ailleurs il est connu en France pour Black Torch, au Japon il est pas si connu que ça puisque si ça s'est arrêté au tome 5 c'est que ça cartonnait pas de ouf sinon, ça dépend, parfois c'est voulu. Non mais là ça n'a pas été voulu. Non mais là on lui a dit monsieur faut vous arrêter, vous allez repartir sur un truc bien, mais faut vous arrêter. Ils l'ont arrêté, ils l'ont changé de magazine. C'est pour ça là il y a une grosse question, est-ce que vraiment ça on va tomber dans une série longue, alors qu'est-ce qu'une série longue, mais au moins au-dessus de 15 tomes. Et je lui avais posé une question quand il est venu en France là pour Japan Expo sur pourquoi de la SF, parce que c'est vrai que dernièrement il y a énormément d'auteurs qui reviennent à la SF en mode est-ce que c'est un peu justement la mode. Il y a Masashi là, Kishimoto, il fait de la SF, Eden Zero c'est de la SF. Avant on faisait beaucoup de fantasy et je lui avais demandé justement est-ce que il voulait faire ça pour suivre une mode ou est-ce que c'était une envie depuis le départ, et il m'avait répondu qu'il avait toujours voulu faire ce type de SF, il y pensait depuis très longtemps et là il pouvait faire ce qu'il voulait, donc il a sorti Earthgear. Pour compléter, moi je lui ai posé une autre question sur les designs. Comme il y a beaucoup de robots, beaucoup de très beaux designs, je fais mais là vous avez tout inventé là en un mois. Non c'est pas possible, vous avez un stock de robots que vous dessinez depuis tout petit. Il m'a dit oui j'ai toujours adoré dessiner les robots et donc je repioche dans mon stock. J'imagine que son robot géant revolver, ça faisait un moment qu'il l'avait en tête et qu'il voulait le mettre un jour dans un truc parce que c'est vrai que le design est cool quoi, tu vois. Mais tous les designs je trouve des robots sont vraiment cool moi. Mais ça tient parce que juste si on doit comparer à Black Torch avant, tu vois, pour moi Black Torch c'est du fantastique qui a trait à la fantasy, mais c'est pas de la fantasy pure, c'est de la fantasy mixée avec vous savez, il a utilisé ce truc d'urban fantasy. Oh là là. J'aime bien le ressortir. Oui, j'aime bien le ressortir, mais là techniquement par contre on est dans de la pure SF. Là où ce que pour moi Eden Zero n'est pas. On n'est pas dans de la pure SF. Clairement Eden Zero. Là on a l'impression qu'il est dans un style que j'ai aimé l'introduction ou pas, on a l'impression qu'il est dans son élément en tout cas. Après c'est pas moi qui vais lui dire ne fais pas ça, tu vois, c'est genre t'es dans ton élément, vas-y. En le lisant j'avais envie de comparer à Appleseed, j'avais envie de comparer à Gun, mais carrément Non mais on voit qu'il sait de quoi il parle quoi. Il s'est dit je fais de la SF, c'est pas comme disait Joe, c'est dans son interview, c'est pas par hasard, c'est j'ai vraiment envie de faire ça et ça se voit quoi. Moi je l'ai énormément rapproché du jeu vidéo Nier Automata qui a été le jeu de l'année pendant très longtemps,
parce que c'est un peu la même histoire, les humains sont plus là, toute réflexion justement sur les robots, qu'est-ce que c'est, et même parfois j'ai l'impression qu'il y a du design un peu, il y a moins de fanservice, avec moins de oui, parce que Nier Automata, le personnage a été créé pour le cosplay, pour c'est clair. Pour le design. J'avoue. Mais la réflexion, Nier Automata, faut le finir 2-3 fois pour avoir toutes les facettes, mais ça se rapproche un peu de Earthgear. Donc en tout cas, je sais que si vous avez aimé Nier Automata, c'est presque sûr que Earthgear c'est pour vous. Mais qui n'aimerait pas Earthgear? En fait, c'est un peu l'incontournable de la rentrée. Si on fait le tour ici, tout le monde n'a pas trouvé que c'était forcément le meilleur tome 1, mais on sait tous qu'on va continuer la série. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout que c'est peut-être pas le meilleur tome 1, mais c'est peut-être la meilleure série en devenir comparée aux autres pour moi. Bah moi j'avoue j'ai accroché direct. Après je suis vraiment un gros amateur de SF et je me pose justement la question des gens qui sont peut-être moins branchés SF, peut-être qu'ils peuvent décrocher parce que justement là c'est pas niveau le point mais clé, c'est le seul truc là c'est niveau BBSF parce quoi. que voilà, c'est vraiment il y a des robots tu vois, sinon c'est plein de maîtrise et tout, enfin je veux dire ça serait dommage de passer à côté quoi. Moi je pense qu'il va m'énerver par contre c'est si la gamine RS gamine. Oh non, ça sent le flash forward. Non, mais je vois le côté un peu, on va mettre une fille innocente pour vraiment exprimer toute la naïveté et toute la gentillesse. Enfin, elle a pas été persécutée. Elle a vécu une belle vie. Oui, c'est vrai qu'elle a pas vécu des épreuves quoi. Le mal, elle sait pas ce que c'est. Mais j'ai pas encore saisi l'importance de Roux, de ce personnage. Ouais. Je l'ai pas encore saisi à part un côté paternel, mais enfin, je sais pas. C'est bien en ça que... Je pense que... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y, Gagnard. Non, mais c'est bien en ça que je trouve que c'est pour le moment un petit peu dommage au niveau de la relation robot-humain. C'est qu'on n'est pas au niveau d'un humain qui représente... pas forcément le côté mauvais, mais la dichotomie de ce que peut être un humain, avoir des bons côtés et des mauvais côtés. Mais en même temps, moi je mise beaucoup sur l'évolution de ce perso pour pouvoir influencer les robots aussi, parce que techniquement, tous les robots vont se fier à son comportement. Techniquement, ils apprennent. Et ils ont été programmés pour. Ils ont été programmés pour apprendre, donc ça va aussi beaucoup dépendre de ce qu'elle va leur transmettre. Et on va voir si on les oppose à des ordinateurs programmés par des ordinateurs. Voilà. Moi, je la vois vraiment comme une figure genre messianique, quoi. C'est-à-dire que c'est la dernière survivante de son espèce, a priori. Il va y en avoir un autre quand même. Et du coup, les robots, c'est leur phare, parce que voilà, comme ils ont été programmés pour être au service des humains, ils voient en elle la dernière chose qu'ils ont à protéger, quoi. Donc en tout cas ceux qui la protègent. C'est pour moi un total incontournable de cette rentrée. C'est le total incontournable dessin, en tout cas pour moi. Si vous voulez prendre des bonnes teutards, c'est clair. C'est celle-ci. Il n'y a pas tant de poitrine. Pour être juste pratique, Earthgear ça sort le 3 octobre. On est plutôt sur du shonen, vu que c'est prépublié dans le Shonen Plus du Jump, mais ça y voit, ça on voit quand même. C'est pas un sanglant, peu violent, mais c'est pas sanglant. On n'est pas à l'abri que ça devienne du shoujo, mais... si, on est totalement à l'abri que ça devienne du shoujo. Ouais, du yaoi et tout ça, oui, c'est bon. Au Japon, on arrive tout doucement au 3ème tome. Là, ici en France, c'est le tome 1, ça coûte 7,90€. On sait pas si ça sera une série longue ou pas. C'est chez Kiun. On sait que c'est toujours en cours de publication. Oui. C'est édité par Kiun. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur Earthgear? Non, lisez-le. Lisez-le. Alors, Earthgear en anglais, ça veut dire... le cœur vitesse. Non. Ah ouais, putain. Je suis nul en traduction. On peut remercier Professeur Johnny. Professeur Johnny, c'est un peu lui qui nous a appris à parler toutes les langues du monde. D'ailleurs, rappelez-vous, il était dans l'émission Traduction. Ah oui, c'est vrai. C'était notre expert en traduction. C'est ça. Et donc, il ne va pas commenter ce qu'il a pu dire dans cette émission. Énorme cette traduction. Je vous propose qu'on rebaptise le manga comme ça. Cœur vitesse. Nick sa mère Earthgear. Je crois que c'est le titre. Je crois que c'est le titre québécois. Mais au Québec, ils adorent Cœur vitesse. Mais on dirait le nom d'un film des années 90, quoi. Vraiment, Cœur vitesse. Speed. Mais surtout au Québec. Tiens, on va rester dans un nom français. Robin, ça va être à toi de nous en parler. Parlons maintenant de la malédiction de Loki. Oui, la malédiction de Loki, donc c'est manga, c'est un peu l'espèce de shonen phénomène de Delcourt là pour cette rentrée. Donc je disais en punchline, c'était un shonen qui sort du cadre, c'était une petite astuce lexicale, puisqu'en fait il va être beaucoup question de peinture dans ce manga, puisqu'en fait on suit au départ le parcours de la jeune Aïcha ou Aïssa, je sais plus, qui est dans un orphelinat et où on se rend compte qu'elle a en fait un mystérieux pouvoir qui est que quand elle mélange son sang et qu'elle dans la peinture et qu'elle en fait une peinture, cette peinture prend vie.
Et malheureusement, souvent, même si la peinture a été faite dans les meilleures conditions, enfin, je veux dire, Aïcha l'a fait dans le meilleur sentiment qu'il puisse, cette peinture souvent se dégénère et devient une espèce de monstre qui finit par devenir nuisible à l'humanité. Et même à tel point qu'en fait les peintures qu'elle a faites qui ont dégénéré sont surnommées plus tard les peintures maudites de la sorcière, donc cette fameuse Aïssa qui est devenue une sorcière. Et en fait elle charge très vite son meilleur ami Loki, dont on se rend compte qu'en fait c'est lui-même une peinture à qui elle a donné la vie. Bon, et qui même au début est totalement un ami imaginaire. Et qui au début est un ami imaginaire. Elle le crée en fait pour que lui ait pour mission de partir à la recherche de toutes ces peintures qui ont dégénéré et les détruire et les brûler. D'ailleurs la scène de fin du chapitre 1, elle est assez poignante, je trouve. Ouais, non mais c'est un manga qui a des petits moments de grâce comme ça. Mais quand il se retrouve émotionnels qui sont assez. À la fin du chapitre 1, quand on se rend compte que c'est un ami imaginaire. Oui. Enfin, que lui-même se rend compte en fait parce qu'il n'existe pas en fait. Enfin, et que ça s'enchaîne t'as un nouveau papa, tu vas voir, ça va être trop bien ta nouvelle maison, et que c'est un cachot. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il y a plein de petits moments comme ça super intéressants. Ouais. Et en fait, surtout, ce qui est sympa, c'est que ça, en fait, en gros, ce que je vous ai raconté, c'est c'est le premier chapitre. Et en fait, tout de suite après, on se met à suivre le Loki, parce qu'en fait, le vrai héros de la malédiction de Loki, c'est un peu logique, c'est Loki. Ellipse de 300 ans. Qui en fait, voilà, c'est bien des. Ouais, enfin bon, c'est plusieurs centaines d'années plus tard, où en fait, il est armé de son cadre épée, parce que ça, c'est une des particularités du manga qui est assez marrante, c'est que l'arme du héros, en fait, est un cadre qu'il a dans le dos et qui, en fait, se transforme en épée quand il se bat contre les monstres qu'il doit capturer. Et en fait il se met à parcourir le monde pour effectivement affronter les peintures, ces fameuses peintures maudites. Et en fait il fait ça dans le cadre d'une 4e division qui est apparemment une branche de l'armée qui est chargée de combattre les phénomènes paranormaux. Donc après il y a tout un univers intéressant autour de cette division parce qu'il y a des membres avec lui ouais, c'est ça, on peut se dire que ça peut aller plus loin que rattraper seulement les peintures. Il y a des personnages qu'on va découvrir petit à petit, et voilà, en fait l'univers s'enrichit assez rapidement en fait partant de ce postulat quoi. Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris dans les peintures dégénérées. Elles deviennent dégénérées, mais on sait pas pourquoi exactement. Si, on sait, en fait, c'est à cause des humains qu'elles deviennent dégénérées, oui, parce qu'à la base, ils en font une mauvaise utilité. Oui, une mauvaise utilisation, ouais, c'est ça. Parce que pour moi, il y a un moment où justement la peinture, elle est normale. Le mec, il l'utilise normalement parce que, je sais pas, moi, c'est pour. Ouais, il y avait une araignée qui devait bouffer pour sauver ses roses. Et le mec qui s'en servait très bien, ça marchait bien. Et tout d'un coup, la peinture dégénère. Non, c'est qu'au bout d'un moment, elle tombe entre les mains d'un mec. Oui, d'une mauvaise, et qui lui d'une mauvaise personne. Après, c'est beaucoup développé surtout dans le tome 2 où là où il y a un espèce de rythme de croisière qui se pose, c'est qu'en fait, Loki fait des espèces de missions pour cette fameuse division où à chaque fois, il va devoir capturer une nouvelle peinture qui a été. Et c'est un truc assez intéressant parce qu'en fait c'est une espèce de traduction shonenesque de ce fameux truc de l'œuvre. Enfin, l'œuvre et son interprétation, parce qu'en fait souvent l'artiste fait une œuvre dans un but, enfin même lui-même ne sait pas forcément dans quel but il fait une œuvre, mais plus tard en fait il y a une interprétation qui le dépasse complètement, et là c'est carrément et puis à la fin, le dépasse à tel point qu'en fait elle devient un monstre quoi. Et à la fin de chaque capture, justement, il met à la fin de chaque capture, quand il a attrapé une peinture, il dit voilà, cette peinture était destinée à faire ci, à faire ça, et elle est devenue. C'est pareil, tout à l'heure on parlait de Heartgirl, les infos qui sont à côté, la narration qui se passe à l'écart du manga, là, c'est aussi un truc intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il capture une peinture, t'as une espèce de page titre, enfin une espèce de page descriptif avec peinture, numéro, machin, avec les descriptifs de la peinture, à quoi elle devait servir au début, enfin à quoi elle correspond au début et en quoi elle a été détournée. Et en fait, ouais, moi c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce manga, c'est tout ce parallèle, que ce soit dans le propos comme dans les références à l'art, quoi, enfin à la peinture surtout. On retrouve plein de choses sur tous ces mythes de la créature qui dépasse son créateur, et là on a carrément la créature qui doit réparer les erreurs de son créateur. Je trouve que c'est une espèce de clin d'œil qui est assez intéressant quoi. Et oui, sachant que la créature elle-même a conscience d'être quand même une erreur. À la fin, elle se dit que ça sera elle. C'est un peu un genre de Frankenstein, tu vois, version shonen quoi. Tu sais, moi c'était exactement le postulat qui m'avait intéressé. Je me sens que c'était Max qui nous avait pitché le truc, et je me suis dit tiens, c'est pas mal, c'est la créature qui doit aller réparer les erreurs qui sont pas forcément volontaires, mais les erreurs de sa créatrice, et j'avais trouvé ça vraiment mortel comme
comme idée, en tout cas de départ pour un shonen. Et malheureusement, à la lecture du tome 1, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop fouillis, c'est trop brouillon, c'est trop... en fait, c'est comme si on était en présent. En fait, ça manque d'édito pour moi. Ça manque d'édito où on a une bonne idée, on a un bon concept, mais on a un éditeur qui a peut-être pas forcément fait son taf de dire... alors attention, hein, c'est qu'une interprétation comme ça où vraiment le tome 1, j'étais paumé tout en sachant où j'étais. Je savais où j'étais, je savais dans quelle marque on marchait, c'est-à-dire dans les marques d'un shonen, et un shonen qui me rappelait énormément Dick Grayman. Dès le début, ça m'a beaucoup rappelé Dick Grayman, et en même temps, je trouvais que tout l'univers était très fouillis, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi, et c'est comme si l'auteur avançait en se disant, bon, les mecs, ils ont lu des shonen, alors ça va, on peut avancer, tu vois. Et j'avoue que je suis retombé sur un sentiment très mitigé. À la lecture du tome 2, je trouve que le rythme se normalise, se pose, mais du coup ça en devient un shonen un peu chiant, lassant, chiant. Non mais après t'as un peu raison, moi je le défends surtout parce que je trouve que vraiment toutes ces idées autour de l'art et tout, ça me parle, et c'est pour ça que ça m'a plu. Mais après effectivement, et je pense que ça s'explique parce que il me semble que elle le dit dans le bonus de fin du tome 1. Je sais pas d'ailleurs l'auteur. Non, l'auteur il s'appelle Hachi, mais j'ai pas eu d'informations sur son genre, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'auteur précise à la fin que c'était un one shot au départ, Loki, qu'il l'avait fait, et qui en fait a été sélectionné par le Jump pour effectivement le sérialiser, quoi. Et en fait peut-être que c'est cette étape qui a été un peu mal négociée, qui est effectivement tu sais comment je le vois, ce concept dans je le vois effectivement comme un manga concept, comme les japonais savent mais parfaitement le faire. Des mangas où t'as l'impression que c'est un peu le bordel, mais où il y a un gros concept derrière, en fait j'en vois plein. Mais en fait, et j'en vois plein qui fonctionnent en plus, hein. Moi je savais pas pour le coup, enfin j'ai pas lu les bas de page, enfin les post-faces et tout, et effectivement si ça avait été un one shot, le one shot pour moi ferme suffisamment l'univers pour te dire ok, j'ai pas les réponses à ce truc là, c'est pas grave parce que c'est un one shot. Et effectivement en one shot je pense que j'aurais carrément préféré, parce que je me suis dit bon, le reste appartient à l'imaginaire de chacun, mais là manque de pause, c'est la transition. Non, je suis pas d'accord, parce que le premier chapitre il est béton, et tu finis le premier chapitre, tu vois qu'il part à la recherche, ah ouais, tu as envie de voir du fight. Moi, le premier chapitre, je le trouve pas du tout béton, parce que le twist, et bon, on annonce le twist de en fait, je suis un ami imaginaire, je le trouve hyper mal amené, et vraiment au point que ça m'a fait un walou. Ça m'a fait un truc genre rien. Non, mais en vrai, il y a des maladresses, mais non, mais pour moi, c'est typiquement une maladresse narrative, dans le sens où ce twist, pour moi, dans le sens où c'est une série, il aurait gagné à arriver au tome 5, 9, plus tard, tu vois. Mais là, on est dans un chapitre 1, et dans un chapitre 1 de shonen à long cours, on va dire, pour moi, il n'a aucune utilité. Enfin, il a pas pris du tout. Dans le one shot, tu vois. Oui, non, mais c'est bon. Oui, je pense que en fait, tout le côté compliqué de ce titre, il est là pour moi. C'est que si ça avait été juste un one shot, ça aurait carrément fonctionné. Mais là, dans on aurait une série, été déçu que ça soit qu'un one shot. Non. Ah non. Moi, honnêtement, ça m'aurait vraiment convaincu. Mais là, pour moi, c'est un twist artificiel. Moi, je pense qu'il y a le terreau. Il y avait le terreau pour le sérialisme. De toute façon, s'il a été sélectionné, c'est qu'il y avait une raison. C'est que les éditeurs ont considéré qu'il y avait un univers suffisamment à potentiel pour le développer. Et je pense que c'est vrai. Et après, par contre, je pense qu'effectivement, il y a des maladresses de narration, mais c'est peut-être de l'inexpérience, tu vois, sur ce schéma-là, quoi. Mais après, c'est vrai que pour reprendre ce que dit Cagnard, il y a pas mal de choses qui sont bien. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça soit mal amené le premier chapitre, parce que justement, tu t'y attends pas, et vaut mieux le mettre maintenant, parce que sinon, après, faire durer sur 5 tomes, enfin, je vois même pas comment l'auteur pour une série au long cours. Bah ouais, mais tu mets un twist, tomes, quoi. Je sais pas, je trouve ça. Après, moi, c'est vrai que je suis mitigé sur le titre. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Le dessin, il est clairement pas moche. Le monde, il est. Maintenant que tu me le dis, Cagnard, c'est vrai que ça me rappelle des Grayman, parce qu'avec l'histoire des divisions, l'histoire des pouvoirs, il y a un fil rouge qui s'instaure avec une organisation cachée, patati patata. Mais c'est vrai qu'à la fin, moi, j'ai trouvé que c'était gnangnan, quoi. C'était pas nul, hein. Non, mais c'est pas nul. C'est les pas petites nul. histoires. Après, on a un compteur. Hein. Il doit en ramener, il doit rapporter, je sais plus, 153. Ouais, bah ça laisse une petite marge. Donc au moins, on a un compteur là-dessus. On espère qu'il tombe sur 10 d'un coup, un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai qu'il fait pas de prix de gros pour le moment. C'est comme Oshin, tu sais, Oshin, il y en a 108, je crois. Il doit capturer 108 mecs, mais heureusement. Moi, j'y crois aux 153. Et en vrai, le truc, c'est que parfois, c'est en petites histoires qui sont indépendantes. Il y a des fils rouges qui arrivent de temps en temps, mais. Et
je sais pas, ça casse. Il y a un rythme qui est mauvais pour moi dedans. Et à la fin, je trouve que c'est trop gnangnan. Et... Malgré tout, je vous pose une question sur ce manga. C'est un manga du Jump. Alors, pas du Shonen Jump, enfin pas du Weekly Shonen Jump, mais du Square Jump, la version mensuelle. Est-ce que c'est pas aussi un gage de qualité quand même ? Non, absolument pas. Honnêtement, la plupart des mangas que je lis, je ne sais pas de quel magazine ils sont tirés. Je les lis comme des bouquins, et c'est notre petit avantage à nous, lecteurs occidentaux, de se dire je ne sais pas de quel magazine il vient. Je le prends comme un manga, comme un tome 1. Là, en plus, on avait tome 1, tome 2. Je le prends juste comme un bouquin. Moi, le nom du magazine, j'avoue, rien à foutre. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de lecteurs justement qui se basent sur le fait si c'est du Jump, c'est que c'est bien. Et les éditeurs, ils en jouent, ils le savent maintenant aujourd'hui. C'est que quand tu vas avoir un titre du Jump, si t'es pas une maison d'édition très connue, limite tu vas mettre le bandeau. Attention, sorti dans le Shonen Jump. Regarde Panini et Demon Slayer, ils se targuent d'avoir pris un truc du Shonen Jump. Là, a priori, j'ai l'impression que Delcourt ils misent quand même dessus aussi, puisqu'ils font le truc de sortie simultanée des tomes 1 et 2, pour les mettre en place, pour que le truc soit visible et tout. Donc je pense qu'effectivement, ils misent sur. Alors, si c'est pas sur le fait que ce soit un truc du Jump, au moins sur ses qualités et son potentiel, tu vois. Ouais, j'ai aussi l'impression qu'une partie du lectorat français, une partie des consommateurs qui achètent beaucoup, eux ils font attention. Toi Max, c'est un truc qui joue pour toi quand tu sais que c'est du Jump, tu vois. Alors moi c'est systématique. Tu t'arrêtes dans tous les cas. Je regarde absolument d'où il vient. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi. Exactement. Et si je ne connais absolument pas le magazine, je vais me poser des questions. Après j'en oublie parce qu'il y en a plein quand même des magazines au Japon. Mais si c'est pas un magazine qui me parle tout de suite, bon bah je vais me poser quand même la question. Mais effectivement, si je vois Square Jump, Shonen Jump, oui, je vais lire. En fait, limite, moi, c'est après lecture, tu vois. Genre, c'est après lecture, j'aurais tendance à me demander d'où ça vient, mais pré-lecture, non, pas du tout. Et là, limite, ça me conforte dans mon opinion de. En vrai, qu'importe le magazine, je m'en fous un peu. Un mot de la fin pour toi, Robin, sur la malédiction de Loki ? Bah moi j'ai trouvé que c'était surtout sur le concept et effectivement ce à quoi il fait appel, tout ce qui est l'art et tout et en fait j'ai trouvé des idées intéressantes, des designs intéressants, un dessin qui franchement est quand même de qualité, même s'il manque un poil d'originalité. Enfin, il est vraiment sur un truc, on est vraiment sur du shonen assez classique, on va dire, enfin en tout cas actuel et efficace. Et vraiment c'est sur les idées intéressantes et tout, mais après je suis assez d'accord avec Cagnard, dans l'ensemble le scénario m'a pas emballé, c'est plus j'ai un peu fantasmé le truc de me dire ouais c'est cool de se dire un manga qui parle d'art et qui va vraiment faire référence à tout ça, mais en soi le titre en lui-même m'a pas mais on peut se donner rendez-vous dans 5 tomes quoi. M'a pas emballé, mais après voilà, mais why not quoi. Tu sais, c'est peut-être le seul point positif que je donnerais à ce manga, c'est attendons de voir, parce que peut-être que le début est un petit peu chaotique, mais attendons de voir, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Moi je veux lancer une petite bombe. Vas-y, lance la bombe. Un pavé dans la mare, j'ai envie de lancer. Bah, pour moi c'est un shonen pour filles. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, j'assume ma partie féminine. J'assume ma partie, je ne répondrai pas à ça. Et moi je vais vous parler plutôt de la rentrée en général. On a parlé d'Earth Gear, ça sort le 3 octobre aux éditions Kiun. La malédiction de Loki. Oui, j'ai pas dit c'est en septembre. Oui, c'est déjà là c'est dispo, ça va être dispo à la publication de l'émission normalement. Aux éditions Delcourt Tonkam. Dans l'ensemble, là il y a ces 2 titres, il y en a d'autres qu'on a mis de côté. Il y a Gigante, il y a Neun qui va sortir. Il y a plein d'autres titres, il y a plein d'autres mangas. Il y a Demon Slayer, t'en parlais à l'instant. Vous la trouvez comment cette rentrée ? Il y a Empereur du Japon, c'était chiant. Voilà. Ouais, non mais pas de spoil. Non mais ok, c'est argumenté, c'est ce qui est bien. Non, mais en vrai, comment tu la trouves cette rentrée manga ? En vrai, il y a pas mal de tomes 1. Mais par contre, des tomes 1 qui sortent du lot, franchement, choisir les titres là pour l'émission, ça n'a pas été très dur. Je pense. Quand il y en a un qui sort du lot, tu le vois direct. Et là, on n'a pas eu une méga rentrée, c'était pas assez ouf. Quand tu regardes ce qu'il y a en face en termes de séries qui continuent, franchement, il y a One Piece, il y a Seven Deadly Sins, il y a Tokyo Revengers. One Piece, il y en a un tous les 2 mois. Hein. Ouais, mais tu vois, ils ont choisi
le moment où septembre, tu vois, il n'y a pas de Thomas. Ou septembre ou octobre. Et ben voilà. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était septembre ou octobre. Non mais One Punch Man, c'est pas moins tous les 2 mois. Mais c'est vrai que notre sélection, elle s'est un peu faite par défaut, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu pris les moins pires du truc. Enfin, c'est un peu dur de dire non, ça, mais je veux dire. Bon, hein, non, mais il y a des bons. En vrai, il y a des bons titres, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cet effet genre waouh, c'est la rentrée, trop de trucs trop bien et tout. Là, on était un peu genre bah ouais, en gros, Kiyun, ils nous font un raz-de-marée avec, ils font les meilleurs titres de la rentrée, quoi. Et puis après, bah qu'est-ce qu'il nous reste à nous mettre sous la dent? Tu parlais de Gigante aussi, non? Tu voulais parler de Gigante aussi? Non, je laisse à Cagnard parce que je sais que Cagnard il a adoré ce titre et justement moi pas trop. Pour moi je trouve que c'est du fouillis, le mec il part en tous les sens, tu sais pas où il va et c'est du fan service. Gigante, c'est le nouveau manga de l'auteur de Gantz et de Last Hero Inuyashiki, Hiroya Oku. Cagnard. Bah alors moi je trouve en général c'est une rentrée en demi-teinte qu'on peut mettre en opposition par rapport à la rentrée qu'on a fait l'année dernière, qu'on avait suivi aussi, mais là où l'année dernière il y avait vraiment beaucoup de blockbusters qui étaient annoncés. Je vais te couper. Par rapport à l'année dernière, on a fait la même émission l'an dernier. Ouais, on avait mis le manga de Maître Gims. Ouais. On avait mis Eden Zero, on avait mis Noise. Ouais. Vous avez lu les tomes 2? Vous non, avez lu mais c'est vrai qu'on était jeté dessus. C'est vrai qu'on était pas ouf sur cette Noise, le tome 2, je l'ai lu. Non. Moi j'ai lu le tome 2 de Noise. Eden J'adore Zero, toujours, moi j'ai pas bougé. Eden Zero, j'avoue, j'ai préféré attendre qu'on soit au tome 4-5 pour prendre parce que un tome 1 oui, bah ça va, les vacances je l'ai lu GTO, alors ça va, c'est bon, on va peut-être se détendre. Eden Zero, j'aime moins que ce que j'avais aimé au début. Tu vois, moi je suis un petit peu retombé. Noise, je suis toujours à fond. Et puis Devil's Relic, l'an dernier, j'avais dit à la fin de l'émission, je suis chaud, j'ai vraiment envie de lire la suite. Un an après, bah, je l'ai tout dit. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Non, mais il n'y a pas de suite, mais là tu me la donnerais. Non, mais j'ai d'autres choses à lire avant. Bah oui. Ouais, non, mais si tu veux, on fait une émission la rentrée manga 2018 un an après, et puis on pourrait s'opposer à nous-mêmes de l'année dernière. Mais non, mais tout ça pour dire que peut-être que l'an dernier c'était peut-être pas si ouf que ça. Non, mais l'année dernière c'était présenté de manière plus blockbuster que les titres qui sont présentés là, où je pense qu'on est plus sur des bouquins un petit peu moyens, des gens pas connus, ou même enfin oui, non, forcément oui, c'est vrai, il y a c'est des auteurs qui sont pas forcément connus, ou des auteurs qui nous ont convaincus nous, mais pas forcément non plus le reste du monde. Mais en tout cas, par contre, ça pourrait être intéressant qu'on mette un moment sur le blog la liste des 10 titres qu'on avait sélectionnés. Est-ce qu'on en pense? Et après nous nous c'est notre sélection des 4 qui raison d'en parler, tenait. Je vais expliquer comment on a fait cette sélection de 4 mangas. On a égrené tous les titres un par un. Et on a fait des tours de table, et si les uns et les autres les ont lus, les couvertures, les pitchs, enfin voilà. On a essayé de qui est l'auteur et ainsi de suite. Il y a des titres qu'on n'a pas pu obtenir à temps. Ouais. On en reparlera sur le blog, ça pour le coup dans la liste. Et on avait fini par présélectionner 10 titres qu'on a lu, et à la fin on a fait une espèce de votation, un petit tour de table de liste finale qui nous a permis d'arriver à ces 4 titres là, les nommer. C'est totalement démocratique. Et du coup alors dans cette rentrée que je trouve qui est un petit peu plus middlebuster, forcément Kiyun et pour moi l'éditeur qui tire son épingle du jeu, parce que en même temps je trouve que c'est eux qui proposent le plus de genres différents, le plus de titres différents, et ça passe de Gigante. Alors Gigante, on se le garde un petit peu de côté pour le moment. Oui, parce que si ça tenait qu'à nous, la première idée c'était de faire Gigante, Earthgear, Valkyrie Apocalypse, et là on a fait bon, alors c'est 3 titres du même éditeur, on va peut-être faire autrement. Voilà, et c'est pour ça qu'on les a un petit peu égrenés. Neun aussi, on l'a égrené pour ça, qui est chez Pika pour le coup. Mais il y a des titres qu'on a volontairement sortis parce qu'on a envie de les sortir pour d'autres occasions, différemment. Et Demon Slayer qui sera l'objet d'une émission la semaine prochaine, et qu'on peut pas traiter comme un nouveau tome 1. Oui, parce que c'est pas vraiment une nouveauté de la rentrée. Mais là du coup je trouve que Kiyun, avec ses tomes 1, en écartant Gigante, putain, on s'est mis des conditions de bâtard quand même. Mais je trouve qu'il y a une proposition. Il y a un shonen avec Earthgear, il y a un shonen up avec Valkyrie Apocalypse, et il y a un seinen. Et il y a un seinen plutôt
trash, on va dire comme on... Non mais en fait Valkyrie Apocalypse ça peut être un trash aussi. Bon, j'ai pas très bien finalisé tout ça en fait dans ma tête. J'aurais dû mettre le titre des bouquins que j'ai mis juste les 3 heures. Mais en tout cas je trouve que c'est eux qui ont l'éventail le plus intéressant dans ce qui moi m'intéresse. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très subjectif. Dans une sorte. Parce qu'Empereur du Japon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va aimer. Mais bien évidemment, mais moi j'ai aimé Empereur du Japon. Oh non, mais c'est pas possible. Moi j'étais motivé pour le mettre dans la sélection. J'ai vu que je n'avais pas d'écho en face de moi. C'est pas possible. Comment tu peux pour une autre émission, Maxime. Écoute, j'aime beaucoup Hirohito. Mais arrête, c'était chiant. J'aime beaucoup la royauté, l'empire, c'est tout, c'est comme ça. Mais t'as retenu toutes les annotations. Pourquoi vous croyez que c'est le chef de l'émission, le mec qui kiffe les empereurs, c'est comme ça. Non, c'est pas possible. Ouais, ça prouve que c'est démocratique, on l'a pas retenu pour autant. Et voilà. Non mais voilà, l'histoire du Japon, moi ça me passionne. Parce que je l'ai jamais étudié déjà, donc du coup tout me paraît nouveau, tout me paraît intéressant. Non, mais... donc du coup c'est un manga où je vais apprendre des choses et je me suis dit que ça aurait pu avoir sa place. Il y a un autre manga que j'ai aimé moi mais qui n'avait pas sa place parce qu'il n'avait pas l'étoffe. Je sais ce que tu veux dire. D'un manga de la rentrée. C'était Takagi me taquine. Takagi me taquine. J'ai trouvé ça mais tellement mignon, Robin. Je sais que Robin est d'accord avec moi. Moi j'avoue, alors je pense qu'effectivement il avait pas la carrure pour être un manga de la rentrée. Expliquez un petit peu ce qu'est Takagi me taquine avant qu'on vous défonce. C'est un manga qui parle à votre âme d'enfant quand vous aviez des copines des amoureuses. Et des amoureuses. Même pas des copines, t'avais des amoureuses à l'époque. C'est l'histoire de deux écoliers. Si. C'est l'histoire de deux écoliers. Il y a la fille qui est plutôt mûre, voilà, et qui taquine totalement le petit garçon. Mais en fait, elle est totalement amoureuse de lui, et lui est totalement amoureux d'elle. Mais il s'en rend pas compte, mais il sait pas. Après, ils sont à un âge où effectivement l'amour est un concept un petit peu compliqué à appréhender, mais ils sont au collège. Ils sont au collège, ça doit être début collège. Début collège, ouais, mais alors du coup, à voir le début collège correspond à notre fin de primaire. Ouais, mais ils ont pas de poils. Ils ont pas de poils. Je pense qu'ils sont équivalents CM2 6ème, tu vois un truc. Par contre, elle a ses règles parce qu'il y a une scène où elle est à la piscine. Du coup, elle a peut-être 12-13 ans. Ouais, quand même. Elle les a pas. Oui, mais elle peut les avoir. Mais c'est-à-dire qu'elle peut les avoir. C'est-à-dire que potentiellement elle peut les avoir. Mais voilà, c'est de la chamaillerie d'enfant. Voilà. Malgré tout. Voilà. C'est un jeu d'enfant. Vous vous rappelez du film Jeu d'enfant? Calme-toi. Un jeu d'enfant pour enfants. Calme-toi. C'est un jeu d'enfant pour bolos. C'est pas un jeu d'enfant. Non, mais nous ça nous a touché. Écoute, moi j'ai trouvé ça mignon. On a trouvé ça très mignon. Et effectivement, moi j'ai trouvé ça insupportable à la lecture, mais insupportable. Mais parce que t'as perdu ton âme d'enfant. Alors déjà, il faut arrêter de dire ce genre de choses parce que déjà, en vrai, on se connaît pas. Tu connais pas. En vrai, je te connais un petit peu. Tu me connais pas. Et en vrai, non, j'ai juste trouvé ça. Déjà au niveau des dessins, j'ai trouvé ça horrible. Ah ouais. Que des personnages qui ont une tête à la hauteur de leurs épaules, ils ont des trop grosses têtes. Vraiment, à un moment, ça ne. C'est un peu cartoon. Ouais. Non mais arrêtez. Dites pas cartoon pour ça. Hein. C'est juste. C'est juste une autrice qui a ou un auteur. C'est vrai que j'en sais rien après tout. Mais c'est tellement débile que ça doit être du shoujo. Vraiment. C'est tellement sexiste. Mais du coup, ça peut être un auteur qui fait du shoujo, effectivement. Mais les dessins, j'ai trouvé ça ridicule et c'est vrai. Je m'arrête parce qu'en plus. Mais non, mais c'est super mignon. En fait, t'as jamais eu d'amoureuse. Ouais. C'est juste ça en fait. Et toute cette frustration de jamais avoir eu d'amoureuse enfant, tu la rejettes sur ce manga. Sur ce manga qui a rien demandé, qui n'est qu'une petite bulle de mignonité. Mais rien que vous parlez, vous dites j'ai pas eu d'amoureux. Toi, tu veux des gens qui se battent. Non. Toi, tu veux des gens qui se battent. Bel Air. Tu veux du futur, tu veux des robots, j'ai trouvé ça débile. Je ne fais absolument pas lire ça à un enfant. Parce que en plus, moi je suis à deux doigts de dire que c'est un manga qui parle très clairement de harcèlement, mais dans le mauvais sens du terme. Alors justement, je suis pas du tout d'accord parce qu'il n'y a pas de bon sens au harcèlement. Déjà, je pense que c'est pas du tout le sujet du truc, mais je pense que c'est un manga qui est très positif en fait. Il y a rien de négatif, rien qui pourrait faire te sentir mal à la place du personnage ou quoi, tu vois. Mais à quel moment j'ai dit que je me sentais mal? T'as dit que c'était un truc à la limite sur le harcèlement. Et alors à quel moment le harcèlement ça me met mal? Oui, parce que lui, il a toujours été harceleur, donc harceler des gens, ça va. Ouais, mais pas toi, mais a priori ça te pose un problème. Tu parles d'empathie. Non, ça j'ai pas fait. Oui, mais c'est pas vraiment. Surtout, il y avait aucune option empathie. Cette question du harcèlement a l'air de te poser un problème, donc peut-être tu veux qu'on en parle. Non, c'est juste que je trouve ça débile. Je trouve ça débile de A à Z et vraiment. S'il faut, parce que a priori c'est quand même du shoujo pour les enfants, on va dire. Un Love Hina, désolé de
shoujo. Je voulais pas en arriver là. Nobina n'est pas un shoujo et c'est pas un shoujo. C'est quoi? C'est Nobi? C'est ça. Attendez, c'est le tome 1. Il y en a qu'une qui le taquine pour le moment. Mais il n'y en aura pas un milliard. Ça s'appelle quand Takagi me taquine. Attendez que ça continue. Bon, n'écoutez pas Cagnard, vous l'avez bien compris. Quand Takagi me taquine, ce manga est c'est ultra mignon, grave, ultra mignon. Voilà, et on sait très bien que tout ce qui est mignon est génial. Et cochon. Non, on le sait, si, on le sait. On a bien dit que c'était pas génial puisqu'on l'a pas mis dans la sélection. Mais par rapport à Heroine Game par exemple. Alors, Heroine Game, on l'avait mis dans la présélection. Ouais, grosse erreur. Et alors, qui en a accroché? Ah là, oui. Désolé, on n'a rien à dire dessus. Si, moi j'ai un truc à dire dessus. Lisez Fairy Tail Battle Royale. Moi, c'est ce que j'ai. Si vous êtes branché par Heroine Game, moi je dis lisez Fairy Tail Battle Royale. C'est 10 fois mieux. Non, mais c'est surtout la même histoire. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. On reprend les contes avec Alice au Pays des Merveilles, le Chaboté, et on en fait un Battle Royale, mais on l'a fait 10 fois là déjà en manga en moins de 5 ans. Et en plus, c'est bordélique. Par contre, c'est pas moche. C'est bordélique. Oui, par contre, c'est joli. C'est joli, mais on comprend rien quoi. Non, mais sérieusement. Les deux premiers chapitres, on comprend rien. À part à quel compte elle se réfère, ça j'ai compris, mais alors. Et tout. Mais voilà, on a égrené quelques mangas. Je crois que c'est que en 4 tomes, allez-y, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on avait lu aussi? Frankenstein Family? Ah, moi j'aime bien aimer. J'ai pas fini. Oh non, c'est tranche de vie monstrueux. Moi j'ai la tranche de vie, c'est sur l'acceptation. Ouais. La vie en société. Enfin, l'acceptation de mutants. C'est pas l'acceptation du coin de la rue. Pardon, mais c'est des mutants, mais c'est une figure. Oui. Allez. C'est pas comment accepter des mutants dans la société. Takagi peut les rejoindre. Elle va avec, c'est bon. Strange Fruits. Oh là, pas facile. Je l'ai raté, je suis désolé. On en parlera peut-être, on prépare une petite émission thriller. Ah, tu veux pas que je dise que c'était chiant aussi? Oh non, moi je trouve ça se lisait. Ah non, c'est lent. Ça se lisait en on en thriller. parlera plus tard, mais c'est lent. Ça m'énerve. Oui, c'est lent. Je te rejoins, mais c'est méga lent. C'est pas un mauvais point pour moi. Non, mais le mec, je pense qu'il sait pas comment installer du suspense. Parce que pour moi, c'est trop. Il y a un rythme, tu fais en fait, j'ai pas envie de continuer. Là, t'essaies de me cacher des choses, mais tu le caches trop mal et c'est nul. Et je suis désolé, mais. Eh ben, on verra ça dans l'émission Thriller. Avançons un petit peu, parce que là, on faisait un petit point général sur la rentrée, mais il nous reste 2 mangas dont on veut absolument parler. C'est Valkyrie Apocalypse et Versus Memory. On commence par Valkyrie Apocalypse, Johnny. Manga de baston de la rentrée, de bagarre, The manga de bagarre de l'année en fait. Des gens ont voulu le renommer Valkyrie Bagarre. C'est moi. J'étais d'accord. Mais c'est Valkyrie Apocalypse. Alors c'est vrai que pour dire juste aux auditeurs, dans nos échanges, comme Valkyrie Apocalypse c'était chiant d'écrire, on écrivait tous Valkyrie Bagarre. Oui, mais j'ai écrit quand Takagi te bagarre aussi. Ouais, il mettait bagarre partout. Et Versus Bagarre. Versus Bagarre aussi. En tout cas, avec Valkyrie Apocalypse, on a affaire à une histoire assez originale où l'humanité est en sursis à cause des dieux qui ont décidé tout simplement de les anéantir. Car ils en ont marre des conneries de tous les humains qui détruisent la planète, etc. Et en gros, l'histoire c'est que tous les 1000 ans, les dieux se réunissent et votent pour savoir si l'humanité continue. Et cette fois-ci, elle a voté à l'unanimité que c'était mort. C'était mort pour eux. On détruit l'humanité. Hop là. Heureusement, une voix se lève contre tout ça, qui n'est autre que Brunhilde, la Valkyrie. Et donc elle invoque une loi obscure, le Ragnarok, qui permet en fait aux humains d'avoir une petite chance de vivre 1000 ans de plus, et pour ça il faut qu'ils remportent un tournoi de grosses bagarres entre les dieux et les humains. Donc en gros ça va être 13 matchs, 13 dieux versus 13 humains, pas en même temps bien sûr. 13 bagarres. Et en gros si les humains gagnent... C'est pas du catch quoi. Ouais. Si les humains gagnent 7 combats, et ben ils peuvent vivre 1000 ans de plus. Voilà. Des choses à dire sur ce pitch. Au meilleur des 7 matchs. Et que parmi les humains, il y a des humains trop cool. Alors, ça reste par contre des humains. Hein. Et en vrai, je vais pas. En fait, c'est difficile de pas spoiler ce titre. Dès le début, donc on commence quand même par un match. Il y a un match important dedans. Et en termes d'humains, ils prennent quand même des grandes. Des grands noms de l'histoire, des figures de l'histoire, mais j'étais surpris qu'ils en prennent un dans les 3 royaumes, quoi. Ouais, en vrai, surtout c'est à différentes époques. Ouais. Autant on peut avoir le mec du premier, Liu Bang, Lubu. Voilà, ce qu'il y a, c'est que nous, ça nous parle pas du tout, mais peut-être que. On étudie pas cette partie-là de l'histoire de la Chine. Non, donc c'est un personnage illustre chinois, un général, un commandant, un combattant très célèbre.
Mais c'est vrai que nous on l'étudie pas ce Lubu. Donc effectivement ceux qui font. Mais en Asie pour le coup, j'imagine que c'est ultra célèbre. De toute façon il est stylé dans le manga. Après on a quand même pas mal de mangas sur les 3 royaumes. Oui. Ouais. Après il y a le film. Et puis Tom Cruise. Il y a le film aussi, mais j'ai rien compris donc du coup. Je l'ai pas vu. Le 3 royaumes. Il y a Tom Cruise qui joue Lubu. Non, il y a Tom Cruise dans un puits. On a mélangé. Moi j'étais parti sur un truc, Romain est parti sur un autre. Lubu Cruise. Le dernier samouraï. Allez, d'accord. On reprend. Non mais j'avoue que en fait, pour moi c'est le meilleur tome de la rentrée parce que quand tu le lis, en fait tu te poses pas de questions. Si tu le bois comme du petit lait, t'as pas envie de réfléchir, c'est vraiment de la baston, c'est beau. C'est vrai que les combats, parfois tu comprends rien, ça part un peu en couille et ça dégénère vraiment, mais c'est beau, alors c'est pas grave. Ça se lit et je sais pas, en une demi-heure, tu l'as lu, tu le poses, tu fais ouais c'était cool. Une demi-heure vu le nombre de dialogues. Il y a pas un milliard de dialogues non plus. Hein. Alors, c'est pour ça que je l'aurais misé sur 15 minutes. Parce que moi je calcule sur mes trajets de métro. Hein, donc je fais quasiment l'ensemble de la ligne 12 pour donc vous pourrez comme ça deviner à peu près où j'habite. En fait, nos indications pour que les gens du nord au sud. Du coup, du nord au sud. Je calcule en général, mes trajets de métro. Ça m'a même pas pris un tiers de mon trajet pour le lire. T'as pas apprécié les dessins et resté 1 heure sur la dernière page, la dernière double page. Bon, j'avoue que le fait de le mettre en premier repose énormément et je dirais même 60% sur la dernière page qui annonce la liste de tous les combattants qu'il va y avoir. Ça a pris à peu près 40% de mon temps de lecture. La liste, c'est la clé de ce manga. Non, mais sans la liste, il y a rien. Pour raconter un petit peu, ce manga donc qui est une histoire donc de baston, de tournoi. On voit le premier combat. Là, celui-là, on peut en parler. Donc, c'est Lubu, un général chinois des 3 royaumes, Lubu, face à Thor. Le maître du tonnerre. Dont on a une représentation pop assez vive dans le manga, avec les films Marvel et c'est tout. Ça. Nous, en tête, quand on voit Thor, on imagine Chris Hemsworth. Là, en l'occurrence, c'en a un autre. Il est plus proche de ce qu'on peut trouver dans des bouquins de. Oh là, non. Il est assez proche de ce qu'on peut trouver dans un manga. Il a des cheveux longs et il est un peu émo. Il est un peu SF. Il a un marteau électronique, il est émo. Ouais. Il y a l'histoire du gant. Enfin voilà, il y a quelques trucs. Bref, tout ça pour dire qu'il y a ce combat 7 humains contre Thor et ça envoie du lourd. Ouais. Mais on sait toujours pas qui gagne d'ailleurs à la fin. D'ailleurs à la fin du tome 1, effectivement, on sait pas qui gagne. Mais à la fin du tome 1, il y a une liste. Et il y a la liste des 13 dieux et des 13 humains qui vont s'affronter. Et moi je trouve ça génial. Cette liste, je suis passé, je fais parce qu'en fait, je peux lire la suite. Alors en fait c'est cool cette liste parce que justement ça pointe un truc que je trouve marrant dans le manga, c'est que ça pose vraiment la question de à quel moment t'es un dieu ou à quel moment t'es. Tu vois, genre en fait la liste des humains qui nous mettent dans la liste des 13 humains, c'est que des humains qui sont tellement des légendes dans l'histoire de l'humanité qui sont devenus des dieux en fait, tu vois. Et du coup, faut pas déconner non plus. Non, mais des dieux de la pop culture en tout cas, on va dire. On va pas spoiler toute la liste. Non, on donne pas de nom, Voilà, on donne pas de nom sur la liste. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a pas de, c'est que des noms connus en fait. Enfin, c'est que des noms de. Il y a quand même un tiers d'asiatiques qu'on connaît pas. Oui, mais bon, si tu fais des recherches, tu te rends compte que c'est des héros de l'histoire de. Tous Wikipédia jusque-là. Oui. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait pas eu, tu vois, un petit truc un peu mystérieux dans la liste, genre un mec. Personne sait qui c'est, tu vois. Et ça aurait été marrant de se dire, dans les héros de l'humanité, il y a un vrai héros humain et on sait pas qui c'est, tu vois. Un John Doe. Ouais, tu vois, un mec. John Doe. Vous savez qui y a pas et qui j'aurais imaginé voir. Ah bah tu aurais pu. De toute façon, tu peux tellement fantasmer sur cette liste. J'aurais adoré voir une baston avec Einstein. J'aurais adoré voir Einstein parmi les combattants. Sans spoiler, il y a un perso qui sera un peu dans le même délire. J'aurais préféré Einstein. Moi j'ai kiffé que ce soit justement pas Einstein et celui-là. Mais maintenant on sait qu'il n'y a pas Einstein. Et ben on sait qu'il n'y a pas Einstein. Moi j'aurais bien aimé voir Robin dans cette liste. Mais voilà, par exemple. Juste pour qu'il se fasse bien défoncer. Mais après c'est perso. Non mais après il y a des idées vachement Bouja, voilà, c'est assez original. Si tu kiffes la baston et les trucs genre les dieux, les super, enfin les combats qui partent en couille parce que c'est de la surpuissance à l'état pur. Parce que à la base donc les dieux ont accepté ce combat en se disant de toute façon c'est des humains donc ils vont pas vraiment rivaliser avec les dieux. Et on va bien les défoncer comme il faut. Après il y a des trucs qu'on n'a pas trop élucidé, c'est qu'ils ressuscitent les mecs puisqu'en fait les humains qui font venir c'est des gens qui sont morts. Oui mais on est au royaume des cieux. Mais faut pas oublier que Brunhilde c'est donc la chef des Valkyries entre guillemets et justement le principe des Valkyries c'est que quand les humains meurent au champ de bataille, ils les récupèrent pour affronter le royaume des dieux. Enfin, tu vois, du coup, ils prennent des humains qui sont devenus des légendes et qui
techniquement, si tu prends un peu l'histoire des religions, t'as souvent des histoires qui sont des humains qui se sont tellement illustrés par leurs faits d'armes, qui sont devenus des dieux, qui sont acceptés. Genre, je crois que merde, je vais spoiler, mais il y a Hercule. Je crois qu'il y a Hercule dans la liste, et Hercule, c'est pas un vrai dieu à la base. Enfin, c'est un demi-dieu, mais tu vois, c'est surtout illustré par ce qu'il a fait, et du coup c'est ce qui lui a permis d'accéder au rang de dieu. Technique, mec. Donc, du coup, c'est un peu en fait la frontière, elle est un peu bizarre. C'est comme Bouddha, c'est pas vraiment un dieu, mais et voilà, par exemple. Et sachant que dans les humains il y en a un autre. Non, mais les gars, les gars, on a dit pas de nom et vous balancez. Et là vous commencez déjà à les balancer. En tout cas, dans les divinités qui vont combattre contre les humains, il y a quand même une bonne panoplie du panthéon grec. Il y a quelques petits gars. Il y a des trucs qui sont. Alors, on parlait du design de Thor, mais par exemple, bon. Je vais pas spoiler, mais il y a Zeus. En gros, il y a Zeus. Zeus, c'est un peu logique qu'il soit dans ce manga. Et Zeus, c'est trop cool parce qu'ils ont vraiment pris un contre-pied, parce qu'ils ont fait un Zeus qui est pas du tout l'image du Zeus que tu penses. Tu trouves qu'il ressemble à un hétéro? Il ressemble clairement à un hétéro, mais du coup, ça lui donne un côté hyper cool, quoi. Enfin, alors, ce qui est marrant aussi sur les couves, c'est qu'on peut essayer de deviner les combats, parce que c'est vrai qu'à la fin, on a la liste, mais on sait pas qui va affronter qui. Par contre, quand on voit les couves qui sont sortis, il y a 4 tomes, il est très récent ce manga, il est sorti en 2018. On en est déjà à 4 tomes, il est souvent dans le top 20 au Japon. Donc nous on commence par le tome 1, et la couve, celui qui arrive à trouver qui c'est, il est super fort, parce que l'Ubu Thor, tu le vois pas sur la couve. Par contre la deuxième Thor ressemble pas trop à Thor. Franchement, la deuxième couve, l'Ubu les couilles. La deuxième couve, t'es obligé de trouver qui c'est. Donc là tu sais au moins le match que ça va être. Mais par contre la couve 3 et 4, si vous voulez vous amuser à chercher, allez-y. La 4, je pense savoir. Tu parlais du Japon et du top des ventes. Oui, il se place souvent dans le top des ventes. Il a aussi gagné plusieurs prix. Ce manga au Japon, on dirait vraiment un manga de baston régressif, cathartique. Tu peux lui donner plein de choses, plein de termes comme ça, et tu t'attends pas à ce que ça soit ce genre de manga qui remporte des prix ou qui soit dans les top 3 des gros prix au Japon. Alors oui, on va être exact, il est souvent arrivé en 5ème place, il était pas dans les top 3, mais c'est vrai que... Ouais, mais tu t'attends pas à ce que déjà il soit sélectionné dans les prix. Non, c'est vrai même en 5, je l'attends pas. Non, mais par exemple, il a gagné le prix, celui que les libraires décernent, donc c'est vraiment les acteurs du métier, il faut être libraire pour pouvoir voter. Il a fini 5ème cette année, en 2019, et sachant que, attention, c'était en 2014, je sais plus. En tout cas, à la 9ème édition de ce même vote, qui était 5ème? One Punch Man. Bam! Attention, encore de la bagarre. Et pourtant, voilà, moi je suis quand même quelqu'un. Moi, c'était mon petit préféré, quand même. Valkyrie Bagarre, c'était pas pour rien. C'était mon petit préféré. Et j'avoue que j'ai été quand même pas mal déçu, que ça soit au niveau de la représentation des dieux. Je trouvais qu'il y avait un côté très cool à la Saint Seiya, genre on va représenter des divinités et tout, mais comme disait un peu Robin, tout a été un peu hémophisé, tu vois. On parle pas d'hémophile ici, on parle d'émo tout court. Où vraiment on a des longs cheveux, on a des regards ténébreux, les personnages et les mèches. Pour moi, les personnages ne sont absolument pas incarnés dans le tome 1, pour lire bien dans le tome 1, ils sont absolument pas incarnés. Au niveau du dessin, c'est trop fouillis. Il y a vraiment des éclairs au niveau du graphisme. Je trouve qu'il y a des éclairs, des pleines pages qui sont vraiment magnifiques. Thor, merci. Mais vraiment, Thor qui reste sur ses courbettes pendant 2 heures en temps de charger, c'est trop beau. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Sur Thor, mais à mon avis, les autres combats, ce sera pas ça. J'en sais rien. En tout cas, là, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est trop une commande. C'est trop une commande, c'est trop genre vous avez le bingo là, sortez vos planches de bingo. Qu'est-ce que vous voulez dans un manga de bagarre? C'est limite du fan service de bagarre. Ouais, mais je pense que c'est moins commande que la moitié des mangas qu'on peut lire et qu'on peut aimer. J'en sais rien. En tout cas, moi il y a vraiment un côté où là, au niveau des persos, je suis vraiment très proche du 0, et quand je dis très proche, c'est du négatif. Vraiment, je suis pas du tout à 0. Il y a aucun perso qui m'a inspiré quoi que ce soit, ni la Valkyrie, encore pire son assistante qui m'a horripilé pendant vraiment tout le bouquin, qui passe son temps à avoir peur et à répéter l'action qui se passe. Le rôle du personnage qui comprend rien. Elle est pas humaine, elle veut pas mourir. Non mais attends, on s'en bat les couilles qu'elle soit humaine. À un moment, on en a rien à foutre. La Valkyrie en elle-même ne m'évoque rien
rien. Les deux persos qui reviennent à la vie et qui se toisent du regard en se disant effectivement on se vaut, ça ne m'a rien apporté. En fait, je suis attaché à aucun des persos, et autant j'adore les mangas de bagarre, mais pour que je sois à fond dans un manga de bagarre, c'est faut que j'ai un minimum d'empathie pour les persos, ou si c'est pas de l'empathie, que je trouve qu'ils aient un truc qui ressort. Et là le curseur du ténébreux est poussé beaucoup trop loin, beaucoup Pourtant, trop loin. Fan de Yu Yu Hakusho. Alors calme-toi sur Yu Yu Hakusho. Calme-toi tout de suite sur Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, vous le voyez évoluer comment le truc? Vous pensez vraiment que ça va rester un tournoi genre de A à Z, ou il y a forcément un moment où il va y avoir pas en entier. Tu sais, genre un espèce de putsch des Valkyries ou un truc, j'en sais rien. De toute façon, le manga part du principe qu'il y a un putsch, arnaque des Valkyries. Je pense qu'il y aura plus un putsch des dieux qui vont faire. Qui vont changer les règles. Je pense qu'ils vont un peu commencer à un peu trop perdre les dieux et qu'ils vont vouloir faire en sorte de mieux Dans gagner. tous les cas, maintenant qu'il y a la liste qui est donnée, et ça j'avoue que la liste, personne ne m'avait annoncé les personnes qui avaient sur... c'est la seule page qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a procuré de l'émotion en fait du manga. C'est vraiment la seule page où j'ai vu la liste, j'ai fait ok, ce qui va venir va être sympa, mais c'est vraiment casse-gueule parce que là il joue vraiment avec l'imaginaire du lecteur quoi. C'est avec ça. cette liste, c'est vraiment et qui va combattre. Mais de toute façon maintenant que la liste est annoncée, ils vont devoir aller au bout après avec des twists, des pitchs, mais ils vont devoir présenter tous ces persos obligatoirement. J'ai eu peur, moi j'ai commencé à lire le manga, puis à la moitié je fais elle arrive quand la baston? Pourquoi il n'y a pas la bagarre? Je veux que pour ça moi. Et donc quand elle a commencé là j'étais satisfait. J'ai eu peur moi à la fin au milieu du manga j'ai eu peur que ça s'enchaîne mal, et finalement j'étais très satisfait à la fin du tome. Moi je t'avoue que même la bagarre je la trouve pas très bien faite. Je trouve que par contre le mec dessine bien. Il dessine bien, mais il charge. Il a du style, il a du style, mais il charge beaucoup trop ses dessins. Cagnard très chonchon. Sur ces mangas de la rentrée. T'as rien aimé en fait? Eh bien oui, effectivement. Earthgear, t'es chonchon. Certains me disent que je suis chonchon depuis un certain temps. Tu es chonchon. Takagi, t'es chonchon. De Loki, Takagi, t'es plus que t'es chonchon numéro 1. Mais raison. Alors j'aimerais trouver un équivalent. Es-tu chonchon sur Versus Memory? Alors non, du coup Versus Memory, je suis pas du tout chonchon, et tu sais peut-être c'est con, mais le fait que je sois pas chonchon vient du fait que j'étais chonchon à la base. Quand je l'ai vu, je me suis dit un titre de Shibuya Prod, chouette, dis donc, ils nous ont fait tellement de bons titres que c'est une bonne nouvelle d'en accueillir. J'ai adoré la voix de Van Gogh. Et du coup, pendant notre réunion, vous m'avez montré la couverture, et c'est vrai que directement la couverture m'a fait tilter. Je me suis dit la couve elle est stylée, vraiment. On avait vu quelques planches aussi. Et il y avait la couve et il y avait 2-3 planches, et d'ailleurs c'est toi Joe qui m'avait dit mais fais gaffe, la couve est stylée, attends de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il avait complètement raison, faut toujours se méfier. Le manga français c'est comme du comics, entre l'auteur, le cover artiste et l'artiste qui est à l'intérieur, ça peut être différent. Et là en vrai, alors petite prime pour Versus Memory, c'est que je l'ai lu juste après quand Takagi me taquine. Mais moi aussi je crois. Forcément il y a un petit gap qui se fait quoi. Mais du coup j'ai lancé ce manga avec un petit truc quand même de ça m'intrigue, j'aime le style de cet artiste, ça m'intrigue, j'y vais. Donc je l'ai commencé, alors on va essayer de le résumer en quelques mots. L'histoire elle prend place dans le monde des deux flammes, et dans ce monde les êtres humains ils peuvent être scindés en deux. Et quand on dit en deux, en fait ça veut dire qu'il va y avoir une personne qui va être personnifiée par une flamme blanche et une autre par une flamme noire. Et donc on va suivre notre héros. Le héros à la base de ce manga c'est une flamme noire qui se réveille et qui va en fait partir à la recherche de ses propres souvenirs, parce que à partir du moment où tu es divisé en deux flammes dans ces mangas là, tu as 3 jours pour récupérer au moins un souvenir, sinon tu disparais. Donc on démarre ce manga vraiment avec un sentiment d'urgence où le héros se dit merde, ça fait déjà 1 jour et demi que j'existe, je ne sais absolument pas ce qui m'est arrivé avant, et il faut que je retrouve au moins un souvenir pour pouvoir continuer à survivre tout simplement.
c'est un pitch un petit peu alambiqué. Je le trouve un peu alambiqué. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les flammes blanches et les flammes noires. Il y a ceux qui creusent et il y a ceux qui. Mais bon, ok, j'ai trouvé le pitch un peu hasardeux, mais en même temps, je le connaissais très peu au moment où j'ai découvert le manga. Et en fait, je me suis tapé ce manga d'une traite. Et mais je l'ai trouvé tellement shonen, mais tu sais, shonen dans la définition la plus personnelle que je puisse en avoir. On a chacun notre définition du shonen. Genre, le shonen pour moi, ça devrait être ça, et pas de manière générale, mais genre pour moi, c'est à ça que ça doit ressembler. Et en plus, le fait que ça soit un manga français et ça par contre c'est un truc que je me répétais assez souvent pendant la lecture et je me disais tiens, il tombe pas dans les écueils habituels des mangaka français. Et en fait j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le lire, et je sais que le plaisir vient vraiment d'un point un petit peu con, mais le dessin je le trouve maîtrisé, et je me suis dit mais d'où vient cet auteur que je connais très peu. Avant qu'on parle de l'auteur, avant de parler de Dave X, est-ce que t'as trouvé ce manga vraiment suffisant par rapport aux autres mangas, ou est-ce que t'as eu une indulgence parce que c'est un manga européen? En gros ta question c'est est-ce que je suis objectif ou subjectif? Je suis subjectif. Oui, parce que l'objectivité n'existe pas. Je suis forcément subjectif, et forcément dans les 10 titres que j'ai lus, celui-ci il m'a un petit peu sauté à la gueule. Je suis pas en train de dire que c'est un titre culte et compagnie, tu vois, mais il m'a sauté à la gueule. Mais tu t'es pas dit c'est français donc c'est mieux? Non, voilà, non, je me suis dit c'est mieux que les autres mangas, tout simplement. C'est mieux que les autres mangas, et j'ai pris du plaisir à le lire et je me suis marré, ce qui n'est arrivé 0 fois pendant la lecture de tous les autres mangas. Après, je sais que moi j'ai du mal à rire vraiment pendant les mangas japonais, avec quelques titres qui me font rire. Celui-là m'a fait rire parce qu'en plus, dans Valkyrie Bagarre, l'assistante des Valkyries dont je vous ai parlé, qui est horrible. C'est comme s'il y avait une vanne méta dans Versus Memory, où t'as un perso qui commence à répéter ce qui vient de se passer, et le héros qui lui dit non mais attends, tu vas pas passer ton manga à répéter ce qui est en train de se passer. Et direct ça m'a fait un petit écho, et je me suis dit ah ok, on a un auteur. Et là effectivement c'est français, mais on a un auteur qui est conscient du background manga, des défauts que certains shonen peuvent avoir, et des lecteurs français, sachant qu'il le dit, et moi je m'en suis rendu compte pourquoi il dit ça, c'est que il y a un moment, son monde il est super étendu, il faut arriver à l'expliquer, et il faut trouver une parade pour l'expliquer et que ça passe un peu fluidement. Et justement, quand la meuf elle explique, elle fait ah oui c'est vrai, regarde c'est la Pinou là-bas, et le mec il fait oui mais ça va, je le sais, pourquoi tu me répètes ça. Mais il a trouvé cette parade pour justement expliquer ce monde qu'on connaît pas, qui est tout nouveau, qui est super original, et patati patata. Typiquement j'ai trouvé que c'était intelligent dans la manière de faire, et vraiment j'avoue au niveau du dessin, le mec a clairement un style très largement inspiré de Toriyama, mais dans ces cas-là je reste persuadé que faut réussir à le faire. En fait, déjà, faut réussir à le faire. Et en fait, c'est cool. Les designs sont cool, le posing est cool. Et limite, la petite déception que j'ai, c'est que le personnage est tout noir. Et quand je dis tout noir, c'est pas une couleur de peau. C'est vraiment, il est physiquement noir. C'est une ombre. C'est vraiment une ombre. Et limite, je trouve qu'on perd un petit peu de son dessin à ce moment-là. Moi je trouve ça intéressant justement ce travail sur le design, d'avoir séparé le monde en blanc et noir. Enfin je pense que c'est vraiment limite un délire de dessinateur de se dire ça va être marrant de me dire je vais prendre un perso et je vais l'imaginer tu vois, même graphiquement comment il peut être représenté, parce qu'en fait ça qui est intéressant, je spoil un petit peu, mais en gros le manga a vraiment une construction en miroir, c'est-à-dire qu'au début tu suis la flamme noire, c'est ce qui rencontre une flamme blanche, et spoiler attention, au milieu du manga à peu près ça devient une construction inverse où en fait tu suis la version blanche qui doit suivre la même mission de ce pour personnage, et qui rencontre le même perso blanc mais version noire, et du coup il y a vraiment une construction en miroir qui est assez intéressante. Et après moi c'est comme Cagnard, en fait j'ai lu ça, j'ai très rapidement oublié que c'est un Français qui dessinait en fait, et donc pour répondre à ta question de est-ce qu'il est suffisant ou quoi, moi franchement je le trouve vraiment clairement au niveau, il m'a fait retrouver un plaisir de lecture hyper basique, hyper frais, hyper j'ai vraiment eu l'impression de retomber à l'adolescence quand je lisais mes shonen, ou même mon enfance quand je lisais mes Fly, mes Dragon Ball et tout. Tu vois, un truc vraiment très frais de l'époque, de l'époque, et de plonger dans un monde, et je trouve ça
d'autant plus si le mec est français, mais alors ça c'est une question que je me pose après, mais de se permettre l'ambition de mettre un monde aussi riche, tu vois, où il y a autant de possibilités. Il y a un moment donné, il y a une page où il met la carte du monde et tout, c'est vachement... C'est pareil, on parlait de la liste tout à l'heure dans Valkyrie Apocalypse, c'est pareil, c'est une page où tu peux fantasmer dessus en disant putain, il va peut-être aller à tel endroit et tout, qu'est-ce qui va se passer ici, enfin... Il y a vraiment quoi cette île, un truc, c'est quoi cet endroit. Il y a vraiment un truc hyper enthousiasmant, quoi. C'est vraiment, j'étais hyper enthousiaste à la fin. Je me dis putain, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va devenir ce truc. Et bah moi je l'ai trouvé comme toi. Je l'ai trouvé sympa. Moi je te trouve sympa. J'ai trouvé le manga sympa. Voilà, calme-toi. Parce que Kenya, ça commence à vanner. Calme-toi tout de suite. Mais je l'ai pas trouvé à un niveau d'Earth Gear ou de Valkyrie Apocalypse pour moi. C'est sympa. Franchement, je suis content de l'avoir lu. Mais jamais je lèverai pas au niveau de Earth Gear ou de Valkyrie Apocalypse. Non mais essaye on parlait de l'enfance de Cagnard. Essaye de redevenir l'enfant que tu étais quand tu lisais Dragon Ball. Non mais imagine un enfant aujourd'hui, tu vois. C'est deux shonen totalement différents en fonction de ce que tu cherches. Moi j'ai adoré parce que c'est le côté jeu vidéo qui m'a parlé. Ouais, carrément. J'avais très peur au début parce que en fait les dessins sont quand il y a la flamme blanche, flamme noire, sont très minimalistes. Même les monstres sont vraiment, on est dans un cartoon et j'avais peur, ça faisait vraiment très enfant. Et après on a bien sûr un petit flashback sur ce qu'il était avant d'être une flamme noire, et c'est là qu'on voit le Dragon Quest, Dragon Ball, le héros Toriyama, le Dragon plagiat un peu. Non mais attends, non mais parfois c'est vraiment gênant parce que tu regardes la tête et t'as l'impression qu'il a calqué. Moi, c'est sur les mèches une page de Dragon Ball. Quand il sourit et que son sourire est en carré, où tu fais pourquoi Sangon t'es là Non mais moi c'est vraiment les mèches de cheveux, tu sais, la forme des mèches de cheveux, là je me dis mais par contre non, en vrai il dessine bien, ça fait plaisir. Faut y arriver, tu vois, faire ça, faut y arriver. Mais j'avais peur justement de ce côté cartoon, et après tu remélanges pour basculer sur quelque chose d'un peu plus réaliste, et j'avais peur de justement que ça se mêle pas ensemble, et finalement le mec y arrive vraiment très bien, et l'histoire qui se construit semble pareil avec énormément de potentiel. Donc moi j'attends de à la limite. Est-ce que tu peux, Cagnard, nous parler de l'auteur? Qui est cet auteur? Qui est Dave X? Dave X, du coup en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'informations en fait sur lui. Du coup tu m'as demandé ce que j'ai travaillé avec lui. Ouais. Non, je l'ai demandé. Non mais parce que on sait que le mec a taffé sur les premières étapes du jeu Dofus. On sait qu'il a travaillé sur les décors de la saison 1 de Wakfu. Il a travaillé sur d'autres jeux autour de l'univers Wakfu. D'autres jeux du coup derrière, en fouillant un petit peu, je suis tombé sur le fait qu'en fait c'était l'auteur du manga Nail Saga. Nail Saga, c'est un manga qui est sorti au moment de Radiant, et je me souviens que j'avais vu les graphismes et je m'étais dit putain, le mec défonce, mais c'était une publication sur le web et j'ai jamais eu le temps de suivre vraiment, et là du coup j'ai essayé de rechercher des planches, j'en ai pas trouvé, j'ai l'impression qu'il les a retirées, je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'il les a retirées, et en fouillant encore un peu plus, je me suis aperçu qu'il était auteur, l'un des auteurs dans le magazine Shogun Mag, qui était un magazine de prépublication édité par les Humanoïdes Associés à l'époque. Il y a longtemps. J'ai pas réussi à déterminer quelle histoire il faisait dedans, parce que Shogun, je le lisais en plus et il y avait des histoires que j'aimais bien, donc je ne sais pas. Il est pas tout jeune alors. Ce qu'il a. Il y avait Pendragon. Moi je l'ai toujours appelé Pendragon. Et BB Project évidemment. Mais Pendragon c'était pas mal du tout. Moi j'aimais bien Pendragon. Aussi, moi j'ai bien aimé. Et du coup, voilà, c'est un auteur dont on sait très peu de choses à l'heure actuelle. Je pense qu'il gagne vraiment à être connu. En fait, la question que je me pose, c'est comment c'est possible qu'un auteur qui ait autant d'ancienneté, s'il était dans Shogun, c'est qu'il est là depuis un moment, ne s'est fait récupérer par aucun éditeur avant. Il a été finaliste. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, il a été finaliste du tremplin Kiyun. Il a fait partie des 10-5 premiers. Il y a eu une expo où les finalistes avaient été mis en avant, et il faisait partie de cette liste. Et pourquoi il a pas gagné, j'en sais rien. Ça après c'est les jurys. En plus le jury c'était des Chinois, c'est ça là. Non, c'était japonais. Mais après, alors pour le coup je comprends, parce que je comprends qu'il ait pas gagné le tremplin Kiyun pour une raison alors qui me à mon avis c'est totalement subjectif, mais j'imagine pas du tout ce titre dans un catalogue Kiyun au niveau dessin. Ah oui. Ok. J'entends où c'est assez cartoon. Oui, mais quand tu vois tout ce qui est sorti aujourd'hui, c'est vrai que
C'est largement au niveau de ce qui a pu sortir chez tous les autres éditeurs. Non mais c'est au niveau, mais c'est peut-être pas au niveau catalogue. C'est peut-être pas assez moderne dans le sens où c'est trop justement. Mais pourquoi Ankama l'a pas sorti à l'époque? Oui, c'est ça. Pourquoi Ankama, pourquoi Glénat l'a pas sorti, pourquoi Kana l'a pas sorti? Parce que ce mec 15 millions d'histoires fait effectivement Versus Fighting Versus Memory fait penser à du dessin Toriyama vraiment, mais encore une fois faut pouvoir le faire, c'est vraiment pas facile. Non, on va pas. Et je trouve qu'il le maîtrise vraiment bien. Et même au moment de Nail Saga, c'était peut-être plus Dragon Quest que Dragon Ball, mais ce mec a une patte, il a une peut-être vraie qu'il est patte. aussi arrivé au bout d'un truc et que Versus Memory est bien plus abouti que ses précédentes œuvres. En fait, il avait pas le projet. Là, il a soumis son projet complet avec toutes ses idées. Et peut-être que son projet était tout simplement assez récent et que. Oui, c'est possible. Après, voilà, dans tous les cas, je trouvais que vraiment ce titre, il avait sa place dans les titres de rentrée parce que déjà, on parle assez rarement de manga français parce qu'on en parle que si on est vraiment convaincu que c'est un manga de qualité. Je trouve que c'est un manga de qualité dans cette rentrée là, qui a des petits défauts. Typiquement dans le tome 1, je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui sont lancés, mais pour moi c'est un défaut qui est assez récurrent dans les tomes 1 de manga français où les auteurs veulent souvent balancer énormément de choses histoire de faire adhérer, et après t'adhères à un concept ou pas. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un self-service, et après à toi de trouver le concept qui te plaira. Mais je trouve que c'est un manga qui est ambitieux, comme disait Robin, qui est bien dessiné, et là par contre j'ai vraiment envie de lire la suite, vraiment, parce que son personnage tout en ombre, j'ai vu l'autre côté des personnages et je les trouve vraiment hyper bien dessinés. Je trouve que la dualité c'est une thématique qui est hyper intéressante en manga, et là vous savez quoi les gars, je vais y aller. C'est mon titre de la rentrée, je le mets devant Earth Gear celui-là. Vous savez quoi? Eh ben pas moi. C'est la fin de l'émission. Attends, moi je voulais dire un truc sur Versus Memory. Alors c'est ton dernier mot. Ton ultime bafouille. J'ai oublié. Oh putain. Ah si, voilà. En gros, c'est vrai que comme disait Cagnard, il part énormément sur plein de choses, mais moi en fait j'aimerais qu'il arrive à avoir une cohérence. Comment il va expliquer cette histoire de deux flammes? Comment les personnes deviennent deux flammes, parce qu'on sait toujours pas. C'est son métier. C'est le Thomas, mec. C'est son boulot. Mais en fait, j'ai peur qu'il se perde dans un truc bullshit. C'est vrai qu'il a, comme dit Cagnard, il a posé beaucoup d'éléments. Donc après, il va falloir qu'il se débrouille à voir. Je pense que ça va être chaud. Et franchement, si moi, il me met un truc bullshit. Vu la qualité du tome 1, je lui fais confiance aussi à mort. Ouais. Bon, voilà. Versus Memory, la malédiction de Loki, Valkyrie Apocalypse, Earth Gear, c'était notre sélection des 4 mangas de cette rentrée. N'hésitez pas à réagir, hashtag 5DC pour réagir sur vos mangas de la rentrée. Ouais, voilà, vous donnez vos mangas. Vous pouvez nous donner les vôtres, ceux dont on n'a pas parlé, ceux dont on a parlé. N'hésitez pas à réagir et à interagir avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que j'ai le droit à un petit mot de la fin? Vas-y, donne un mot de la fin. Ça me fait grave plaisir de vous retrouver. Franchement, pendant l'été, ça m'avait manqué. C'est comme si j'avais pas fait de sport, sauf qu'ici on boit de la bière et on parle manga, mais ça m'avait manqué. Et, j'ai hâte qu'on entreprenne cette nouvelle saison. Ça va partir en couille, la vie de ma mère. Et comme diraient les Clamps, et comme nique sa mère, il n'y aura pas de fin. Non, comme l'ont écrit les Clamps, se changer soi-même, c'est déjà changer le futur. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.